Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux pour cette première conférence de la saison 2025-2026 à la médiathèque, qu'on remercie d'ailleurs pour sa confiance et pour son accueil. Donc nous, on est la Fondation LRTA, alors je ne sais pas si tout le monde nous connaît, mais on est une fondation en santé et environnement, on est basé à Valence, et donc on organise des conférences grand public tous les mois à la médiathèque, qui sont gratuites et ouvertes à tous, sur réservation de préférence. Et on a plein d'autres projets. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce qu'on fait, je vous invite à aller sur le site de la Fondation, sur le site internet. Mais je voulais vous parler, avant de laisser la parole à notre invité, d'un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on lance en ce moment. C'est le Hackimakathon. Donc en fait, c'est un hackathon. Alors un hackathon, c'est un marathon d'innovation, donc, pendant lequel des volontaires travaillent pendant 48 heures pour relever des défis qu'on leur pose. Et donc, ce hackathon, on l'a lancé. Donc là, on a la première étape qui est l'appel à défis. Donc en gros, si vous avez des idées d'outils ou des idées concrètes de choses à mettre en place pour les 4 thèmes que vous avez vus pendant tout le temps que vous étiez assis, en attendant que ça débute, n'hésitez pas à nous les soumettre. Et potentiellement, cette idée sera développée pendant le hackathon et pourra peut-être changer les choses. Voilà. Sinon, donc la conférence de ce soir, on a la chance de recevoir le professeur Duperron, qui est spécialiste en écotoxicologie microbienne et qui nous vient du Muséum national d'histoire naturelle, c'est ça, à Paris, et donc qui va nous parler de la vie dans les milieux extrêmes. Donc je vous embête pas plus longtemps et je lui laisse la parole. Merci à tous et à toutes. Et je suis très content d'inaugurer la saison, et puis je suis très content d'être ici et de voir qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé par cette thématique. Alors j'ai essayé de vous raconter, bien sûr je ne vais pas pouvoir vous raconter tout sur les milieux extrêmes, on va essayer d'aborder quelques points, puis d'avoir un petit temps de discussion après. Donc voilà, cette conférence elle s'intitule « La vie en milieu extrême » et je l'ai préparée avec une collègue en fait qui s'appelle Juliette Raveau, qui est enseignante-chercheuse à Sorbonne Université à Paris. Avec qui donc on a beaucoup travaillé sur ces questions-là, notamment parce qu'on a fait un petit livre il y a quelques années, il y a 3 ans, qui s'appelle « La vie en milieu extrême », qui est édité chez Quay, sur lequel en fait je me suis basé pour faire la conférence de ce soir. Et puis Juliette, elle est plus aventureuse que moi, donc elle a aussi participé à un livre pour le jeune public, qui est le grand livre des animaux de l'extrême, avec une illustratrice. Qui est un très beau livre avec des illustrations magnifiques qui reprennent des exemples d'adaptation. Donc moi, en tant qu'enseignant-chercheur au Muséum d'histoire naturelle, en fait, mon travail de recherche concerne énormément la manière dont les bactéries établissent des symbioses avec les animaux et la manière dont ces symbioses permettent aux animaux de s'adapter à des environnements extrêmes. Alors extrêmes comme ceux dont on va parler ce soir, et des environnements extrêmes qui sont peut-être moins évidents, et dont je vais vous dire quelques mots aussi, et de quelle manière justement les associations entre animaux et bactéries aident les animaux à s'adapter. Mais ce soir, on va parler des milieux extrêmes un peu plus largement que ça, et donc, les milieux extrêmes sont des environnements qui d'abord, avant tout, nous évoquent des images. On peut imaginer un environnement polaire, on peut imaginer des environnements très arides, ou on peut imaginer des environnements abyssaux. Ces environnements-là, évidemment, c'est des environnements dont l'homme est exclu. Donc nous, quand on y réfléchit, ces milieux extrêmes sont des milieux qui nous sont inaccessibles ou très difficilement accessibles. Et en tout cas, pour nous, sont des milieux auxquels dans lesquels l'espèce humaine n'a pas sa place. Et en fait, les milieux extrêmes, pourtant, ils fascinent l'espèce humaine depuis les origines, parce qu'en fait, nous sommes un peu tous des aventuriers, parce qu'en tant qu'espèce, finalement, l'homme moderne apparaît il y a environ 200 000 ans, si j'arrive à pointer par là, il faut viser bien, il y a 200 000 ans donc en Afrique de l'Est, et puis en fait, l'histoire de l'humanité, c'est d'abord une histoire de migration, en fait, avec des migrations vers des environnements qui n'étaient pas du tout ceux dans lesquels notre espèce était apparue, une espèce qui est plutôt originaire de savane, avec un climat chaud, et puis finalement qui va coloniser des environnements tempérés en Europe, en Asie, qui va coloniser des environnements très arides, jusque dans les déserts les plus arides du monde, et puis qui va coloniser des environnements polaires, et qui va finalement, en quelques dizaines de milliers d'années, coloniser pratiquement toute la planète, à l'exception de l'Antarctique, évidemment,
Et là, on peut se dire, finalement, qu'est-ce qu'on avait, nous, comme atout pour coloniser tous ces environnements-là? On avait une physiologie assez standard de mammifères, et on avait un atout que n'avaient pas forcément d'autres espèces, c'est qu'on avait notre technologie, tout ce qu'on a été capable de construire avec nos mains, et qui a permis, finalement, de s'adapter à des climats qui n'étaient pas du tout des climats dans lesquels notre espèce avait sa place. Donc en fait, l'histoire de l'humanité, elle a à voir avec la conquête de milieux qui étaient extrêmes du point de vue des premiers humains. Et puis, il y a quand même des milieux où on n'a pas su aller, où on n'a pas su s'installer de manière durable. Et même ces milieux-là, finalement, sont devenus des terrains d'aventure. On peut penser ici, ça c'est l'endurance. L'endurance, c'est Ernest Shackleton, c'est la conquête de l'Antarctique. Et puis en fait, c'est une expédition qui tourne mal en 1915, l'endurance, elle est piégée par les glaces. Et puis en fait, Shackleton et quelques marins vont prendre une chaloupe, vont partir à la rame pour essayer d'aller chercher du secours. Ils mettront pratiquement 3 ans à revenir, et quand ils reviendront, l'ensemble de l'équipage a survécu. Donc ça n'a pas été la conquête de l'Antarctique, Shackleton, mais ça a été une extraordinaire opération de sauvetage, une extraordinaire expédition, une extraordinaire démonstration de courage. Et puis on a Tenzin Norgay et Edmund Hillary, la conquête de l'Everest en 1953. Donc même les environnements dans lesquels l'homme n'est pas capable de vivre, de toute façon, il a un tropisme, il est attiré, il faut y aller quand même si c'est compliqué. Et puis ça va plus loin finalement, ça c'est le XXe siècle, c'est aussi le siècle où on conquiert les dernières frontières de notre planète. Ça c'est ce submersible-là, c'est le Trieste, ce submersible-là, c'est celui qui a plongé en tout premier dans la fosse des Mariannes, piloté par Jacques Piccard et Don Walsh en 1960. Il atteint une profondeur de 10 900 mètres, donc c'est la première fois finalement que des humains vont aller jusqu'à cette profondeur et en revenir vivants bien sûr. Voilà, et puis on peut penser aussi à la conquête de l'espace avec la station spatiale. Donc on voit bien que l'espèce humaine elle est attirée par les milieux extrêmes et qu'en fait cette attirance c'est quelque chose qui n'est pas gratuit, hein. Il y a aussi un certain nombre de drames qui se sont produits. Là j'ai juste repris le grand titre de l'Ouest éclair quand il y a eu le naufrage du bateau de Charcot au large de l'Islande. Donc cette conquête des pôles, cette conquête des extrêmes, finalement c'est une aventure avec sa part de risque. Et puis, c'est une aventure qui donne lieu en fait à des récits. Donc, j'ai sans doute pas besoin de vous présenter Théodore Monod, qui a non seulement exploré les déserts, mais qui a su aussi les raconter. Et donc sensibiliser finalement le public aux enjeux de la protection de ces environnements-là et de leur connaissance, et qui a su nous parler. Et puis finalement, ces milieux extrêmes, ils nous fascinent, ils sont aussi des occasions de produire un imaginaire. On peut penser au récit de Jules Verne. On peut aussi penser à des choses qu'on connaît moins en France, mais par exemple en Slovénie, ils ont dans un certain nombre de villes un symbole qui est un dragon, et leur dragon en fait c'est un protée, c'est un petit amphibien qui est aveugle et qui vit dans des grottes. Et en fait, dans leur imaginaire, le protée c'est la larve du dragon. Donc en fait le dragon il existe. Et puis, ça alimente aussi nos récits d'anticipation. Ici, Kim Stanley Robinson avait écrit une très belle trilogie sur la conquête de Mars, qui, en fait, on croit lire l'histoire de la transformation de Mars en une deuxième Terre, mais ce qu'on lit surtout, c'est l'histoire humaine, finalement, de ce que peut être la conquête d'une nouvelle planète. Donc tout ça, ça nous montre quoi? Que les extrêmes, ils fascinent l'espèce humaine depuis toujours, parce que d'abord, il s'agissait de les conquérir, parfois de s'y établir, en tout cas, d'une certaine manière, de se les approprier, y compris dans nos récits. Et donc, un milieu extrême, pour tout le monde, c'est un milieu où l'homme n'est pas à sa place. Bon, là, on descend autour d'une source hydrothermale sous-marine. On est quelque part sur la ride médio-atlantique, donc au milieu de l'océan Atlantique, là où on a en fait 2 plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre et l'océan Atlantique qui se développe. Et sur cette ride, on a du volcanisme et on a découvert des sources hydrothermales sous-marines. Alors, c'est pas une découverte si ancienne que ça, hein. 1977, donc c'est un des derniers environnements complètement bizarres qu'on a découvert sur notre planète. Et dans ces environnements bizarres, on a trouvé des organismes très atypiques. En voilà 2 exemples. Alors, vous voyez, ils n'ont rien de spectaculaire, ce sont des microbes, hein. C'est ce qu'on appelle des archées. C'est-à-dire que c'est des organismes qui sont constitués d'une seule cellule, qui n'ont pas de noyau, donc un peu comme les bactéries, mais qui ne sont pas des bactéries. Et ceux-là, en plus, ont la particularité
eh bien, d'avoir une température de vie qui est assez incroyable. Ce sont les deux détenteurs des records, Pyrolobus fumari et la souche 121, qui n'a pas encore de nom d'espèce, eh bien, qui ont une température optimum de croissance qui est au-delà de 100 degrés Celsius. Ça veut dire au-delà de la température d'ébullition de l'eau. Sauf que comme on est au fond d'un océan, il y a tout le poids de la colonne d'eau au-dessus, ce qui fait que l'eau, elle reste liquide à cette température-là à cause de la pression. Et en fait, ces organismes-là vont se développer au plus près de cette cheminée hydrothermale. Vous voyez ce qui sort ici, c'est du fluide qui peut dépasser 400 degrés. Et en fait, ces micro-organismes ils vont vivre quelque part sur les parois de cette cheminée, donc avec des températures très élevées. Et en fait, pour eux, c'est absolument pas un milieu extrême, pour eux, c'est leur maison. C'est là qu'ils sont bien. D'ailleurs, si on descend la température au-dessous de 85 degrés, en fait, ils vont mourir. Donc, ils ne sont pas du tout adaptés aux températures que nous, on considérerait comme normales. Et en fait, ça fait la distinction entre un milieu extrême d'un point de vue anthropocentrique, c'est-à-dire un milieu extrême pour nous, c'est un milieu qu'on ne sait pas habiter. Mais il y a une deuxième définition qui est celle qui va plus m'intéresser ce soir, c'est qu'un vrai milieu extrême, objectivement, c'est un milieu où on touche aux limites de la vie. Une température au-delà de laquelle il n'y a plus rien qui est vivant, par exemple. Quelle que soit la forme de vie dont on parle. Et donc ces milieux extrêmes, ça va être le sujet de cette présentation. Et donc on va essayer de brosser un petit panel de ce qu'on y trouve et surtout de comment les organismes font pour y vivre. Donc on va prendre en fait quelques petits exemples pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un organisme finalement est capable de vivre dans un milieu extrême. Alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'un organisme est capable de vivre dans un milieu quel qu'il soit? C'est l'évolution. Depuis les travaux de Charles Darwin et tout ce qui s'en est suivi, on sait que l'évolution, c'est le moteur du changement des formes de vie, et que l'évolution, en fait, c'est lié à deux phénomènes qui se complètent. Le premier, c'est la variation dans la nature. La variation dans la nature, c'est nous tous dans cette pièce, on ne court pas à la même vitesse. Voilà. Et ça a une base génétique aussi, pas uniquement, mais ça a une part de composante génétique. Ça, c'est le premier point. Dans la nature, il existe de la variation. Et puis le deuxième point, c'est que dans la nature, il existe de la sélection naturelle. C'est-à-dire que si un tyrannosaure entre dans cette pièce, on va tous se mettre à courir, et le plus probable, c'est que le moins rapide d'entre nous va y passer. Et en fait, ce genre de mécanique-là, en fait, cette variation et la sélection naturelle qui s'applique dessus, en fait, dans le temps long, ça va avoir un effet très important, puisqu'en fait, ceux qui n'auront pas échappé au tyrannosaure ne pourront pas se reproduire, ceux qui y ont échappé, qui couraient un peu plus vite, pourront peut-être se reproduire, et donc, si à chaque génération on est coursé par des tyrannosaures, au bout d'un certain nombre de générations, en moyenne, l'espèce humaine courra un petit peu plus vite. Parce que les gènes qui permettent la course un peu plus rapide se seront transmis un peu plus efficacement que les autres. Et donc en fait, sur le temps long de l'évolution, c'est ça qui façonne la diversité des formes vivantes, y compris dans ce qu'elles peuvent avoir de plus atypique. Et donc pour illustrer ça, on va passer par le manchot empereur. Donc le manchot empereur, on va regarder un petit peu. Donc le manchot empereur, il vit en Antarctique, il vit à des températures en tout cas il passe par des températures très négatives. Il faut savoir que dans les zones habitées, les températures les plus froides jamais mesurées, c'est en Sibérie, c'est dans les moins 65 degrés. Donc c'est des villages isolés de Sibérie qui sont vraiment des conditions terribles. Mais en fait, sur le plateau antarctique, ça peut descendre à près de moins 100 degrés. Je crois que le record, c'est moins 98. Et donc évidemment, ce manchot, en fait, c'est un oiseau, donc il est un petit peu comme nous, il régule sa température corporelle autour de 38 degrés. Donc lui, il est à 38 degrés, et autour, il fait des températures qui peuvent descendre franchement très bas. Alors comment est-ce qu'il fait pour survivre à ça? Quand on le regarde, et quand on regarde comment il est fait, il y a quelques éléments. La première chose, c'est qu'il est recouvert d'une couche de graisse. Donc il y a une pellicule de graisse à la surface de sous sa peau, qui fait 3 à 4 cm d'épaisseur, et donc qui va constituer un isolant naturel. Puis il y en a un deuxième isolant, ce sont les plumes. En fait, les plumes, on les voit pas tellement parce qu'elles sont très petites et très serrées, et ces plumes, en fait, elles vont emprisonner une couche d'air de 2 cm d'épaisseur. Et cette couche d'air, finalement, si vous pensez au principe d'une couette ou d'une doudoune, en fait, l'air, c'est un excellent isolant. Donc quand on a une couche d'air autour de soi qui ne bouge pas, qui n'échange pas avec l'extérieur, finalement, on est relativement bien isolé du froid. Donc ça, c'est déjà 2 adaptations. Après, il y en a une troisième, c'est ce qui lui donne son élégance
c'est sa forme. Il ressemble grosso modo à une quille. Et en fait, quand on fait des calculs, on s'aperçoit que ce genre de forme est assez efficace parce qu'en fait, pour un volume donné d'animal, eh ben, la surface exposée à l'extérieur est assez minimale. On n'a pas des membres rallongés ou des choses comme ça qui font des surfaces d'échange. Donc finalement, la zone qui est exposée au froid est limitée par rapport au volume de l'animal et donc les déperditions de chaleur sont limitées également. Donc tout ce dont je viens de vous parler, en fait, ça a trait à la forme de cet animal. Et d'ailleurs, on voit, alors on ne sait pas si c'est biologiquement en lien, mais le fait que cet animal n'est pas capable de voler, qu'en fait il utilise ce qui lui reste d'ailes pour nager, permet aussi de minimiser finalement cette surface exposée. On n'a pas des grandes ailes par lesquelles la chaleur peut être perdue. Donc en fait, ça c'est des changements de forme finalement. Dans la forme des organismes, on peut déjà voir des traces de leurs adaptations. Les manchots, ils ont un deuxième atout, c'est qu'ils font ce qu'on appelle de la thermorégulation sociale. Ils font un petit peu comme les Parisiens dans le RER, c'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance, quand la température descend beaucoup, à se resserrer et à former des tortues. Et dans ces tortues, il y a des biologistes qui sont allés mesurer, mesurer les températures, et tout au centre, en fait, il peut faire près de 30 degrés. Et donc les animaux qui sont au centre, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, en fait, ils dorment, ils se reposent, ils récupèrent. Et puis ceux qui sont à l'extérieur, ils se gèlent en protégeant la colonie. Mais en fait, eh bien, dans ces tortues, les animaux se déplacent au fur et à mesure du temps. Donc chacun passe un peu de temps dehors, un peu de temps dedans. Et en fait, grâce au groupe, eh bien finalement, on fait des économies d'énergie. Donc, il y a de la régulation possible. Alors on peut se demander quand même, quel est l'effet réel du froid ? L'effet du froid, il est multiple. La première chose, c'est que quand il fait froid, tout le métabolisme ralentit. Donc, tous les processus dans les cellules vont être moins rapides, moins efficaces. Il y a d'autres dégâts aussi. Nos cellules, chaque cellule vivante, elle est délimitée par des membranes qui sont constituées de lipides. Bon, ben on va voir tout à l'heure que les lipides, finalement, ils vont être fortement affectés par la température. Ensuite, et ça, on s'en rend compte quand on a froid, quand l'air est très sec et froid à l'extérieur, ben en fait, on a tendance à se déshydrater. Donc, il va falloir lutter contre la déshydratation. Et puis, quand il y a des cristaux de glace qui se forment, on a tous vu des images de cristaux de glace, il y a des pointes partout, et en fait, les cristaux de glace, ils perforent les cellules. Donc, finalement, ces cellules, il va falloir qu'elles luttent contre ça à une autre échelle. Pas juste la forme, pas le comportement, mais la cellule elle-même, elle va devoir lutter contre ça. Alors, si on parle, par exemple, des lipides, c'est très facile à comprendre. La membrane d'une cellule, il faut qu'elle soit à la fois solide, pour que la cellule ne se vide pas de son contenu à l'extérieur. En même temps, il faut qu'elle soit un peu fluide, parce que cette membrane, c'est un lieu d'échange avec l'extérieur. Et donc, il faut un optimum, un compromis entre fluidité et rigidité. Et donc, c'est constitué de lipides qui peuvent être saturés ou non saturés. À température ambiante, une motte de beurre qui est constituée de lipides saturés, c'est un solide. Alors que de l'huile, qui est constituée de lipides insaturés, c'est un liquide. Donc en fait, à une température donnée, eh bien, plus on a des lipides insaturés, plus on garde de la fluidité dans les membranes. Et donc ce qu'on observe, c'est que chez les organismes adaptés au grand froid, eh bien, les membranes sont constituées majoritairement de lipides insaturés, ce qui permet à basse température de garder un peu de fluidité. La déshydratation, comment on fait pour éviter la déshydratation ? Eh bien, les sportifs le savent, on accumule des osmolytes. C'est-à-dire on va accumuler à l'intérieur des cellules des molécules qui vont en fait retenir l'eau pour lui éviter de sortir. Et là, il y a un exemple qui est très bien documenté. Eh bien, c'est une petite grenouille, une grenouille sylvestre, alors qui est assez commune dans le monde, mais il y a des espèces qui sont particulièrement adaptées à des climats froids, et notamment, elle a été très étudiée en Alaska. En Alaska, cette tortue-là, en fait, eh bien, l'hiver, elle gèle. Elle se laisse geler, littéralement. Elle se laisse geler et en fait, elle s'enterre sous les feuilles à l'automne. Et puis, elle va laisser congeler une grande partie de son corps. Alors, la seule partie qui ne va pas congeler, c'est le cœur et quelques organes autour du cœur. Le foie, voilà, il y a des organes. Le cerveau ne va pas geler. Mais le reste va littéralement geler. Alors, normalement, eh bien, les cellules devraient se déshydrater et être perforées par les cristaux de glace. Sauf que cette grenouille, à l'automne, elle va accumuler des grandes quantités de molécules osmolytes qui font osmolyte, notamment de l'urée et du glucose.
Donc en fait, eh bien, elles vont geler à plus de 50% en ayant, si vous en mangez une, un goût sucré. Donc, et en fait, elles vont se décongeler quand la belle saison revient. Et finalement, entre les deux, eh ben, elles vont avoir un métabolisme ralenti, elles vont être en dormance, toujours vivantes. On peut toujours mesurer un pouls, on peut toujours mesurer des phénomènes biologiques très lents, mais qui subsistent. Donc on peut se laisser geler à basse température. Et pour lutter contre la perforation, on peut faire comme les poissons de glace. C'est une famille de poissons qu'on appelle les nototénioidés, qui vivent dans les eaux très froides de l'Antarctique. Alors, en Antarctique, l'eau de mer, elle peut être à une température légèrement négative, parce que comme il y a du sel, elle ne gèle pas à 0, elle gèle à moins 1, quelque chose. Et ces poissons, en fait, eh bien, quand on les dissèque, ils ont plein de cristaux de glace sur eux. Mais, malgré tout, ils ne gèlent jamais, parce qu'en fait, ils produisent des molécules antigel. Alors, ces molécules antigel, le principe est finalement assez simple. C'est des molécules qui vont s'accrocher aux cristaux de glace et qui vont les empêcher de grandir. Donc, on ne va pas avoir ces pointes qui se forment et qui perforent les cellules. Et ces cristaux de glace, donc, leur formation va être très très contrôlée et va limiter les dégâts sur ces animaux-là. Alors, ces animaux-là, ils sont fascinants parce qu'en plus des molécules antigel, ils ont un sang qui ne contient pas d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui nous sert, ce qui donne la couleur rouge à notre sang, et c'est ce qui sert à transporter l'oxygène. Eux, ils n'en ont pas besoin, parce que dans les eaux froides, il y a énormément d'oxygène qui est soluble. Il y a plus d'oxygène par unité de volume dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Et donc, en fait, ils n'ont pas besoin d'hémoglobine, et par contre, ils ont un cœur qui est surdimensionné pour faire circuler ce sang qui est finalement assez pauvre en oxygène, mais qui se passe très bien d'hémoglobine. Et en fait, c'est quoi le record de froid ? En fait, les organismes qui vivent aux températures les plus basses qu'on connaisse, on les connaît dans un lac qu'on appelle le lac Vida en Antarctique. Donc c'est un lac qui est sous la glace. Pour atteindre le lac Vida, il faut perforer une vingtaine de mètres de glace. Et en dessous, en fait, on trouve une poche d'eau qui est hyper salée. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas gelé. C'est parce qu'elle est très salée. Donc l'eau salée, elle gèle à plus basse température. Et donc cette eau, elle est à moins 10 degrés et elle a 7 fois la salinité de l'eau de mer. Donc de l'ordre de 200 grammes par litre de sel. Et dans ce lac, eh bien, on trouve des micro-organismes. Et ces micro-organismes, non seulement ils résistent à cette température, à moins 10 degrés, mais ils sont capables de se reproduire, ils sont capables de se nourrir, ils sont capables de se développer. Donc ça, c'est probablement, enfin à ce jour, c'est ce qu'on connaît comme forme de vie qui vit vraiment à la température la plus basse. Mais il y a plus spectaculaire, il y a des organismes qui survivent à des températures plus basses que ça. Alors quand je dis survivre, ça veut dire que ce n'est pas des organismes qui vont mener toute leur vie à cette température, mais c'est des organismes qui sont capables de tolérer une température encore plus basse que ça. Et donc cette grenouille, par exemple, eh bien, elle peut survivre sans trop de problèmes à moins 30, mais elle ne peut pas faire toute sa vie à moins 30. C'est pour ça que je fais la distinction entre survivre et vivre. Et puis on a un autre exemple, vous le connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà vu ces taches rouges sur la neige, ce qu'on appelle le sang des glaciers. Le sang des glaciers, en fait, c'est une microalgue. Donc c'est une algue unicellulaire qui s'appelle Chlamydomonas nivalis. Et cette microalgue, qu'est-ce qu'elle fait quand la température descend ? Alors quand il fait chaud, en fait, elle fait de la photosynthèse comme toute algue qui se respecte, donc elle vit sa vie normalement. Et quand la température descend, en fait, elle se déshydrate, elle se lyophilise, elle enlève toute son eau, elle se charge en sucre, elle fabrique une paroi très épaisse et elle se laisse geler. Et elle peut rester dans cet état-là pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et dans ce moment-là, elle est rouge parce qu'en fait, les pigments qu'elle contient sont rouges. Donc, c'est ce qui donne cette couleur un peu atypique. Et là, pareil, elle peut survivre. Alors, ça a été mesuré en Antarctique, dans des zones où il peut faire moins 60. Vous trouvez ce sang des glaciers. Et puis, les quelques jours dans l'année où la température va redevenir positive, parce qu'il y a le soleil qui tape, ça peut être quelques heures, quelques jours dans l'année, et elles vont reprendre leur activité et osciller entre ces deux états-là. Donc là aussi, on n'est pas dans une vie complète à très basse température, mais la capacité de survivre à une très basse température. Bon, voilà pour le froid. Donc en fait, ce que je vous ai montré, c'est qu'on peut être adapté à la fois dans sa forme, à la fois dans son comportement, et puis dans ses molécules, finalement, ces molécules antigel, ces molécules osmolytes. Donc on peut être adapté à plusieurs niveaux, en fait.
Et on va changer de camp, on va passer plus avec l'ambiance de la salle, dans les températures élevées. Ici, donc, on est dans le désert du Sahara. Ça, c'est une fourmi argentée. On voit bien pourquoi on l'appelle fourmi argentée. Et cette fourmi-là, elle est très étudiée parce qu'en fait, eh bien, elle va vivre essentiellement dans des terriers. Mais vous allez voir dans certains endroits, pendant 10 minutes par jour, sortir plein de fourmis des terriers. Elles sortent 10 minutes pour s'alimenter à l'heure la plus chaude. Donc à un moment de la journée où l'air peut être à 50 degrés et le sable sur lequel elles marchent peut monter à 60 ou 70, elles vont sortir pendant 10 minutes, elles vont cavaler partout pour s'alimenter et au bout de 10 minutes, elles rentrent se planquer. Alors là, ça a beaucoup intrigué les chercheurs, ce genre de choses. Et en fait, ils se sont dit, mais elles sortent au moment le plus dangereux finalement de la journée, là où elles vont littéralement cuire sur pattes. Mais ça a un avantage, c'est qu'elles n'ont pas de prédateurs à cette heure-là. Il n'y a pas une bestiole qui va essayer de les bouffer. Et donc, les gens se sont penchés sur la manière dont elles faisaient ça. Et en fait, ils ont réalisé qu'elles avaient un certain nombre d'adaptations. La première, en fait, c'est toutes ces soies qui ressemblent un peu à des poils, qui recouvrent l'animal et qui diffractent la lumière. C'est pour ça qu'elle paraît argentée. En fait, quand on les regarde, ce sont des soies qui sont toutes en longueur. Et quand on fait une coupe à l'intérieur, en fait, c'est des prismes. Et la lumière incidente arrive comme ça. Donc, énergie lumineuse, c'est très chaud, mais elle va se refléter, en fait. Et donc, ce prisme, il va réémettre la lumière et une grande partie de la chaleur. Si bien qu'en fait, ces animaux-là, déjà rien que ça représente à peu près un gain de 10 à 15 degrés par rapport à la température de l'air. Deuxième adaptation, la vitesse de déplacement. En fait, elles ont très peu de temps avant d'avoir des problèmes physiologiques, avant de se sentir mal. Et donc, elles se déplacent très vite. Et elles se déplacent, en fait, donc elles ont 6 pattes, comme tous les insectes. Et vous voyez, les pattes, c'est organisé par paquet de 3. On a un triangle ici, un triangle là. Et en fait, elles ont des mouvements très synchrones qui permettent de se déplacer très vite. Alors, très vite, c'est quoi ? 4 km/h. Bon, vous allez me dire, c'est la vitesse de la marche, bof. Oui, mais 4 km/h, pour une bestiole de cette taille-là, ça veut dire qu'en une seconde, elle parcourt plus de 100 fois la longueur de son corps. Alors, Usain Bolt, par exemple, quand il battait les records des 100 mètres, il parcourait 5,3 fois la longueur de son corps par seconde. Donc, en termes d'efficacité, on va dire qu'il est largement battu par la fourmi. Donc ça permet des déplacements extrêmement rapides. Et en plus, elles ont un comportement social. C'est qu'en fait, il y a des fourmis, il y a des individus qui leur servent de guide pour repérer en fait les trajets. Ce qui fait qu'une fourmi qui sort, en fait, elle se dirige vers un individu sans se poser de questions. Et en fait, elles font des chaînes comme ça qui leur permettent finalement de chercher de la nourriture très efficacement autour de la sortie du terrier. Donc là, c'est un exemple d'adaptation à la chaleur, mais n'empêche que les animaux, malgré tout, ils sont quand même limités. Grosso modo, les animaux qu'on connaît qui sont capables de vivre à des températures les plus élevées, c'est de l'ordre de 60 degrés. Pour un organisme qui est composé de plusieurs cellules, on ne sait pas tellement faire mieux que ça. Et nos 2 microbes de tout à l'heure, ils faisaient beaucoup mieux que ça. Et alors eux, finalement, ils n'ont pas d'isolant, ils n'ont pas de soie et ils ne se déplacent pas. Donc comment font-ils ? Eux, ils n'ont que leurs cellules. Et en fait, on va voir que ça va être lié à ce dont on a déjà parlé. D'abord, ils ont des membranes ici. On les voit, ces membranes, il y a 2 traits noirs en fait. C'est ce qu'on appelle une double membrane. Cette double membrane, ici, on en a fait un dessin. Dans n'importe quelle cellule, chez un humain, chez une plante, chez une bactérie, en fait, ces 2 membranes, c'est ce qu'on appelle une bicouche. Il y a 2 couches de lipides, une couche extérieure, une couche intérieure. Et en fait, elles sont mobiles entre elles, comme 2 feuilles de papier qu'on pourrait un peu déplacer l'une par rapport à l'autre. Et alors, effectivement, chez ces archées hyper thermophiles, on va trouver majoritairement des lipides qui vont être saturés, comme le beurre, c'est-à-dire rigides à une température beaucoup plus rigide que les lipides insaturés pour une même température. Parce que là, on a le problème inverse. Il faut que la membrane résiste à la chaleur. Donc on va avoir des lipides saturés, mais ça ne va pas suffire. On va avoir aussi des lipides, 2 couches de lipides qui vont se connecter chimiquement l'une à l'autre pour former une monocouche. Donc imaginez nos 2 feuilles de papier qui bougent l'une par rapport à l'autre, et on les colle entre elles. Et là, on va perdre de la fluidité des membranes, mais on va gagner de la résistance, on va gagner de la solidité.
Donc ces archées hyperthermophiles sont les seuls organismes qu'on connaisse qui ont cette monocouche de lipides, et c'est clairement une adaptation aux hautes températures. Et puis il y a d'autres problèmes, parce qu'il n'y a pas que les lipides qui souffrent quand il fait chaud, il y a aussi les protéines. Une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés, c'est ce qui réalise toutes les activités dans notre corps, c'est vraiment les molécules qui fabriquent des choses, les protéines, qui agissent directement sur leur environnement. Et en fait, ces protéines, pour qu'elles fonctionnent, il faut qu'elles soient correctement repliées. Il y a une chaîne d'acides aminés, puis ça fait comme une pelote, il faut qu'elle se replie sur elle-même, et elle fonctionne si elle est correctement repliée. Bon, le problème de la chaleur, c'est que ça les fait se déplier. Donc une fois qu'une protéine est dépliée, elle est plus fonctionnelle, elle fait plus ce qu'elle a à faire, elle joue plus son rôle. Et chez les organismes adaptés aux très hautes températures, on va trouver en fait des molécules particulières qu'on appelle HSP pour Heat Shock Protein, des protéines de choc thermique. Tout le monde en a, mais les nôtres, elles ne sont pas terribles, elles ne sont pas très efficaces. Chez les organismes adaptés aux hautes températures, on va trouver des protéines de choc thermique beaucoup plus efficaces. Et quel est leur boulot ? Ces protéines, c'est un peu des architectes. Elles récupèrent tout ce qui a commencé à se replier de manière incorrecte et les réassemble, les remet dans le bon sens. Donc c'est des protéines qui servent à reconstituer en fait ce qu'on appelle la conformation ou la forme finalement des protéines, ce qui permet de restaurer leur activité. Donc chez les organismes adaptés aux hautes températures, on va avoir vraiment des protéines qui font ça de manière bien plus efficace que chez les autres organismes. Il y a une troisième famille de molécules qui souffrent énormément à la chaleur, c'est l'ADN. Et ça, c'est quand même embêtant, parce que l'ADN, c'est le support de notre information génétique. Donc c'est ce qui permet aux organismes de se reproduire, de constituer la génération suivante, et puis de fonctionner tout au long de leur vie. Alors l'ADN, c'est la célèbre double hélice, donc on a 2 brins d'ADN, qui sont reliés entre eux par des liaisons chimiques faibles. Alors il faut imaginer, c'est un peu comme une fermeture éclair en fait, on a deux lignes, puis si on se met à tirer, en fait on va arracher notre fermeture éclair, on va la désolidariser. Et la chaleur fait un peu ça sur l'ADN. Donc quand il fait chaud, en fait, c'est comme si on tirait sur notre fermeture éclair, et donc on va ouvrir la molécule d'ADN, ce qui n'est pas souhaitable. Voilà, c'est ce qui est ici. Cette molécule d'ADN, j'ai parlé d'une hélice. Donc comme un escalier en colimaçon, parce que ces 2 brins d'ADN, en fait, on peut imaginer, on a 2 ficelles, j'aurais dû venir avec des ficelles, et on les torsade sur elles-mêmes, d'accord ? Donc, plus on les torsadera, plus ça va être difficile de séparer les 2 ficelles. C'est complètement mécanique. Et en fait, ce qu'on trouve chez les mêmes archées hyperthermophiles que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que cette hélice, en fait, elle a du surenroulement, comme si on faisait des tours supplémentaires d'hélice pour la rigidifier encore. Et ça, c'est grâce à une protéine particulière qui s'appelle la reverse gyrase, qui a été découverte justement chez ces archées hyperthermophiles, et qui en fait, en faisant ce qu'on appelle du surenroulement, va là aussi donner plus de rigidité à l'ADN, plus de résistance à haute température. Et on va y revenir parce que ça, on l'utilise très fréquemment, cette propriété-là. Donc, encore une fois, des adaptations qui vont des soies, donc de la forme des organismes, le comportement des organismes, et puis qui vont aller jusqu'aux molécules constitutives des organismes. Et en fait, on a parlé du grand froid, on a parlé du grand chaud. Dans la vraie vie, en fait, les environnements extrêmes, ils le sont souvent à plusieurs titres. Cette plante-là, vous l'avez peut-être déjà vue, on en parle souvent, elle s'appelle Welwitschia. Alors son nom est imprononçable, mais elle le doit en fait au naturaliste qui l'a découverte, qui s'appelait Welwitsch. Donc fatalement, il aurait été plus simple qu'il ait un nom plus facile à prononcer. C'est une plante qui est constituée de 2 feuilles. Alors on a l'impression d'en avoir beaucoup plus parce que ces 2 feuilles-là, elles s'émiettent en fait. Et on la trouve dans le désert de Namibie, dans des zones où il pleut pratiquement jamais. Et elle est capable de vivre, alors c'est difficile à mesurer, mais on estime qu'elle est peut-être capable de vivre des centaines d'années, cette plante. Et finalement, ici, on a une zone, voilà, on en voit, alors quand on tombe dessus, on peut trouver des champs où il y en a plusieurs. On voit bien qu'il n'y a quand même pas grand-chose autour, donc manifestement, les plantes ne sont pas à leur aise dans cet environnement-là. Et en fait, cette plante, comment elle fait pour survivre à ça ? En fait, c'est quoi son problème ? La température. Le jour, il fait très chaud, donc il faut garder son eau. Ça tombe bien, elle a des feuilles qui sont recouvertes d'une couche de cire. Donc c'est un imperméabilisant qui évite que l'eau s'évapore. Puis, en fait, il n'y a pas beaucoup de pluie. Donc, en fait, comment elle stocke de l'eau ? Comment elle fait pour conserver son eau ? En fait, elle a des tas de petites racines proches de la surface
qui vont être capables d'absorber l'eau, même à travers de la condensation. Même s'il ne pleut pas, il peut y avoir un peu d'eau dans l'atmosphère et qui condense. Et donc ces petites racines de surface, on les récupérer. Et surtout, il y a une très grande racine qui s'enfonce jusqu'à plusieurs mètres dans le sol, qui va stocker l'eau en fait. Qui va stocker l'eau au sous-sol, ce qui évite de s'évaporer. Donc en fait, elle a un problème de chaleur, elle a un problème de rationnement en eau, elle a aussi un problème d'illumination en fait. Elle est exposée en plein soleil, dans des zones où l'irradiation est très forte, et l'irradiation c'est aussi un problème. Là aussi, la forme des feuilles et cette couche de cire va aussi protéger contre l'irradiation. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers cet exemple-là, finalement, les environnements extrêmes, ils sont souvent extrêmes pour plusieurs raisons et pas juste une. Donc on parle de poly-extrême, puisque ici, on a l'absence d'eau, on a l'irradiation, on a la chaleur, et je dirais bien la nuit, on peut avoir le froid aussi, puisque dans les déserts, souvent, il fait très froid la nuit. Alors si on s'intéresse vraiment aux limites de la biosphère, jusqu'où on trouve de la vie sur notre planète. Alors là, on a fait ce petit graphique qui ne montre que les organismes pluricellulaires. J'ai pas mis les bactéries et les archées dedans, mais en fait, on va trouver des animaux jusque dans la fosse des Mariannes, jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, on trouve des animaux. Parmi les animaux un peu complexes, les poissons, les espèces les plus profondes, c'est 8000 mètres de profondeur. Ils sont moches comme tout, mais ils sont très intéressants, les limaces de mer. Quand on s'intéresse, c'est très groupe spécifique. Si on s'intéresse aux mammifères, par exemple, les plongées les plus profondes de baleines qui ont été mesurées sont autour de 3000 mètres. Alors c'est temporaire, elles font qu'ils descendent et remonter. Et puis, si on s'intéresse à d'autres groupes, on a finalement de la vie pratiquement jusqu'au sommet des montagnes les plus hautes sur notre planète. Avec les araignées les plus en altitude qu'on connaît, 6000 mètres, et puis on monte, voilà. Et l'oiseau qui vole le plus haut, c'est le vautour de Ruppel, qui a été vu à 11 km d'altitude. Si je rajoutais les micro-organismes là-dessus, ce serait encore pire, parce que des micro-organismes, on va en trouver plus haut dans l'atmosphère, et on va en trouver aussi au-delà du fond des océans, dans le sédiment, au fond des océans. Il y a des bateaux qui sont capables de creuser, ça c'est un des bateaux qui font des forages scientifiques. Donc on fait un forage au fond de l'océan et on sait qu'il y a de la vie jusqu'à au moins 3 km sous le plancher océanique. Donc, mais là, exclusivement des micro-organismes. Et en fait, on a parlé du chaud, du froid, on aurait pu aussi parler des environnements hyper salés. Ici, c'est le salar d'Atacama. On aurait pu parler aussi des sources qui non seulement sont chaudes, ça c'est Yellowstone. Donc non seulement c'est chaud, mais en plus c'est acide. Donc là, on a encore une contrainte supplémentaire. Et donc, on aurait pu parler de cette subsurface où on peut descendre à plusieurs kilomètres et trouver encore des organismes vivants. Sauf que l'heure tourne et que de toute façon, on ne peut pas être exhaustif. Donc, je vais vous emmener dans un autre type d'environnement extrême. C'est des environnements extrêmes auxquels on ne pense pas. Ici, on est en forêt de Saint-Vrain, au sud de Paris. Ça n'a rien de très exotique, mais ça, c'est la même photo en hiver et en été. Et la différence entre ces deux photos, c'est qu'ici, on a une mare, ici, on n'a rien. Eh bien oui, parce qu'un milieu extrême, c'est pas seulement un milieu où il fait très chaud, très froid, très acide, ou je ne sais, c'est aussi un milieu qui varie. Ça peut être très difficile à supporter. Imaginez les organismes aquatiques qui vivent dans cette mare. Qu'est-ce qui est plus extrême pour eux que de se retrouver dans une zone où il n'y a plus d'eau ? Et donc, il y a une catégorie d'environnements extrêmes qui sont des environnements qui finalement vont varier dans le temps. Et ça, c'est pas du tout anecdotique. Sur notre planète, on estime qu'il y a 65 millions de kilomètres de cours d'eau. Ça a été mesuré à partir des cartographies mondiales. Et on estime qu'il y a la moitié de cette longueur de cours d'eau qui est asséchée au moins un jour par an. Donc là aussi, finalement, pour les organismes qui peuplent ces milieux-là, c'est très compliqué parce qu'en fait, il n'y a que deux solutions. Quand vient la sécheresse, il faut partir, ou bien il faut résister. Et comment est-ce qu'on résiste ? Eh bien, on va partir faire un petit tour au Burkina Faso, dans un village traditionnel, avec des huttes qui sont constituées en fait de briques de sédiments, de boue, pour un phénomène qui est assez étrange, qui est les poissons qui sortent des murs. En fait, à la saison humide, il arrive, c'est bien documenté dans certains villages, que quand ces briques elles s'imbibent d'eau, eh bien on voit des poissons qui sortent. Ils sortent et ils vont ramper jusqu'à la mare la plus proche pour retourner à l'eau.
Et ces poissons, en fait, ce sont des dipneustes. Les dipneustes, c'est des... Alors, on dit poisson pour un biologiste rigoureux, ça veut rien dire, poisson. Ces dipneustes, en fait, ils font partie de ce qu'on appelle les poissons, mais c'est une version très particulière. Leur nom, en fait, dit pour deux, pneu, comme dans pneumologue. Donc, ils ont 2 respirations. Ils ont à la fois des branchies et un poumon. Donc, ils peuvent respirer dans l'eau et respirer dans l'air. Dans leur vie normale, ils vivent dans des mares qui sont très pauvres en oxygène. Comme c'est dans des environnements arides, il fait très chaud, il peut y avoir beaucoup de matière organique qui se dégrade, donc on va avoir des phénomènes d'anoxie, de perte d'oxygène. Et en fait, quand ça arrive, ce poisson-là, il fait quoi ? Il monte à la surface, il prend une goulée d'air et il sert de son poumon. Bon, ceci dit, ça ne nous explique pas pourquoi ils sortent des murs. En fait, ces mares, très souvent, elles s'assèchent. À la saison sèche, elles vont s'assécher complètement, l'eau disparaît. Et ces poissons-là, en fait, ils vont s'enfouir dans le sédiment, ils vont creuser un terrier, ils vont se recouvrir d'un mucus, ils vont sécréter beaucoup de mucus, donc des sucres, ils vont s'envelopper là-dedans, et ils vont entrer en métabolisme ralenti. Ils vont se mettre en dormance. Ils vont aussi remplir leurs cellules d'urée, qui va permettre, c'est une des molécules osmolytes, donc qui va leur permettre d'éviter de perdre l'eau de leurs cellules. Et ils vont attendre. Ils vont faire du métabolisme ralenti. Et ils vont se laisser finalement piéger dans cette boue qui va sécher. Et ça s'appelle l'estivation, parce que ça se passe en été, en principe. Et ce phénomène-là, en fait, eh bien, quand ils sont dans cet état-là, on ne mesure plus qu'un tiers à un quart de leur métabolisme. Ça veut dire qu'en fait, ils divisent tout leur processus par 4. Et puis, parce qu'ils ne peuvent plus s'alimenter, ils respirent, mais très difficilement. Donc en fait, ils entrent en mode économie, et ils attendent que l'eau revienne. Et il arrive que des villageois récupèrent, creusent dans ces sédiments, se fassent des briques et construisent une hutte avec. Et donc, quand l'eau revient, le poisson, il n'est plus là, il est dans un mur. Mais il ne se laisse pas abattre, il cherche ailleurs. De toute façon, quand on résiste à ça, on ne se laisse pas faire. Donc, voilà un environnement extrême qui était un peu atypique. Et puis, il y a un champion du monde des extrêmes pour beaucoup de monde, c'est le tardigrade, là, le petit ourson d'eau. Alors, il est toujours très mignon, il a 8 pattes. Bon, alors, l'ourson d'eau. Le tardigrade, c'est réputé être un champion de la survie en milieu extrême. Alors, les tardigrades, il faut savoir qu'il y en a à peu près 1 millier d'espèces différentes. Et on va trouver des tardigrades dans l'Himalaya, on va en trouver dans les abysses. Mais les tardigrades qu'on étudie, donc des milieux qui effectivement paraissent assez extrêmes, mais en fait les tardigrades qu'on étudie au laboratoire, ils viennent de mousse de sous-bois. Si vous voulez voir des tardigrades, il faut ramasser de la mousse en sous-bois et la mettre sous une loupe binoculaire. Et si vous avez de la chance, vous verrez des tardigrades. Alors ça fait pas très extrême comme environnement, mais en fait, ces mousses, quand on est en saison humide, elles sont gorgées d'eau et il y a toute une pellicule d'eau à la surface. Et si on met ça sous une loupe ou sous un microscope, on va voir qu'il y a un foisonnement de vie. Par contre, quand il fait froid ou qu'il fait chaud, cette eau, elle s'évapore très vite. Et tous ces animaux qu'on trouve sur la mousse, en fait, ils vont s'adapter à ça. Ils vont en fait entrer en cryptobiose. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, ça, c'est un tardigrade normal. Et ça, c'est sa forme Tonley. Alors quand le tardigrade s'aperçoit que l'environnement change et devient défavorable, il va déshydrater ses cellules, il va se lyophiliser comme une soupe Royco, il va épaissir la membrane de ses cellules, il va produire un certain nombre de molécules osmolytes, un peu comme tout ce qu'on vient de dire jusqu'ici, et il va entrer dans un état très particulier. Il ne va pas seulement ralentir son métabolisme, il va l'arrêter complètement. Et ça, et donc sous cette forme Tonley, le tardigrade, il survit à tout. C'est-à-dire que des tardigrades, on en jette dans l'azote liquide à moins de 200 degrés, on les ressort, on remet de l'eau, ils repartent. On les a sortis de la station spatiale, on les a mis dans le vide spatial, on les a rentrés, on a mis de l'eau, ils repartent. On peut tout leur faire subir. Et il y a une expérience qui a été faite qui a mesuré qu'un tardigrade sous cette forme de Tonley, on peut le mettre sous forme de Tonley et le réanimer 30 ans plus tard, aucun problème. Alors vous avez peut-être lu, vous avez peut-être vu passer, il y a des gens qui auraient ressuscité des tardigrades vieux de 20 000 ans en Sibérie. Alors peut-être, c'est pas impossible, mais en tout cas c'est pas
sûr, puisqu'on ne sait pas bien quand est-ce qu'ils ont été congelés, ces pauvres tardigrades. Mais donc sous cette forme-là, ils résistent à tout. Et moi j'ai une collègue au muséum qui s'appelle Emmanuelle Delagoutte qui étudie les tardigrades. Et qui dit ça m'énerve quand on dit qu'ils résistent à tout, parce que quand j'ai des cultures de tardigrades, il suffit de rien pour qu'ils meurent tous. Parce qu'en fait, c'est pas leur mode de vie. Leur mode de vie sont des animaux qui vivent 1 à 3 ans, qui sont pas forcément hyper tolérants à des conditions difficiles. Mais si on leur laisse, si on déclenche ce passage en forme de résistance, là, ils résistent à tout. Donc c'est pas une forme de vie, c'est une forme de survie. Et c'est une forme de survie très particulière qu'on appelle cryptobiose, la vie cachée, littéralement. Parce qu'il n'y a aucun indicateur d'une vie active quand ils sont dans cet état-là. Contrairement à la grenouille dont je parlais tout à l'heure, on pouvait encore mesurer quelques paramètres biologiques, elle respirait encore un peu. Le dipneus, pareil, lui, rien du tout. Donc c'est ce qui lui vaut son titre de champion des organismes extrémophiles, mais c'est plus de la résistance que de la vie, en fait. Bon, et puis des environnements extrêmes atypiques, il y en a. Alors nous, en tant qu'espèce, on a une capacité inouïe à modifier notre environnement, pas toujours pour le meilleur. Et on invente des choses, et parmi les choses qu'on invente, il y a le plastique. Le plastique, il n'existe pas dans la nature. Le plastique, c'est une création humaine. Et ce plastique, finalement, il y en a partout. Vous avez tous entendu parler des continents de plastique, on est tous au courant de la problématique des microplastiques. Et donc, finalement, ces plastiques, quand on les étudie, ils font des dégâts considérables sur l'environnement et sur les espèces. Mais la biologie étant ce qu'elle est, et l'évolution étant toujours en marche, aujourd'hui, on sait qu'il y a des micro-organismes qui sont capables de dégrader certains plastiques. Pas tous, hein. Je ne vais pas vous dire que le plastique est biodégradable. Mais il y a certains types de molécules plastiques qui sont devenus dégradables par des micro-organismes à travers en fait des mécanismes qui sont apparus après l'apparition des plastiques. Parce que la sélection naturelle, elle existe toujours, l'évolution, la variation dans la nature, elle existe toujours, et la nature, finalement, invente tous les jours des mécanismes dont certains permettent de dégrader certains plastiques. Mais voilà, ça c'est un type d'environnement extrême qui est entièrement attribuable à notre espèce. Après, quand on étudie les environnements extrêmes produits par l'homme, nos villes, en fait, c'est des environnements qui sont extrêmement pauvres en eau, qui sont souvent extrêmement chauds par rapport à l'environnement dans lequel ils sont en temps normal. On sait bien la problématique des îlots de chaleur, par exemple. Si bien qu'en fait, en ville, quand on regarde, par exemple, c'est flagrant avec les plantes, quand on regarde des plantes un petit peu, les plantes qu'on trouve sur les murets, on trouve des choses comme ça, la ruine de Rome, qui sont des plantes en fait adaptées à des conditions sèches et chaudes. Qu'on ne devrait pas trouver normalement là, mais qu'on trouve parce que finalement on a créé ces conditions. Ça, c'est le Rio Tinto en Espagne. Alors, Tinto parce qu'il est rouge. Et en fait, ce Rio Tinto, c'est pas une rivière naturelle. Le Rio Tinto, c'est une rivière qui a été contaminée par une activité minière, humaine donc. Et cette activité minière, elle rejette des métaux lourds et des acides. Et du coup, cette rivière, elle est devenue hyper acide et très riche en métaux lourds. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y rencontre ? Il n'y a plus de vie animale, il n'y a pas de vie végétale. Par contre, il y a des micro-organismes qui sont adaptés à des niveaux de métaux très élevés et à de l'acidité dans l'eau. Ces micro-organismes-là, dans la nature, on les trouverait dans des sources chaudes autour des volcans. Et bien là, ils ont colonisé ces sources chaudes, cette rivière qu'on a contaminée. Mais c'est pas nouveau que l'espèce humaine fabrique des milieux extrêmes, en fait. Et notamment, il y a une des choses pour lesquelles on fabrique beaucoup de milieux extrêmes, c'est la préservation des aliments. Oui, parce que la préservation des aliments, le but du jeu, c'est d'éviter le développement d'organismes. Et donc, les premières modalités que l'espèce humaine a utilisées pour préserver ses aliments, par exemple, il y avait le fait de saler les aliments. Et quand on voit du salage des aliments, finalement, ce sel, d'abord, il était produit dans des marais salants, en partie, et dans des mines de sel, mais c'est plutôt les marais salants qui m'intéressent. Et dans les marais salants, finalement, œuvre humaine qui remonte à l'Antiquité, ça fait très longtemps que les hommes font des marais salants. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on fait dans un marais salant ? On fait évaporer de l'eau salée, donc plus elle évapore, plus le sel y reste, l'eau elle s'en va, donc on crée un milieu qui est hyper riche en sel. Et elles doivent leur couleur, en fait, à des archées et à des microalgues
qui ont ces couleurs-là, donc rose, orange, et qui sont halophiles. Halo comme le sel, et phile, elles aiment le sel, donc c'est des micro-organismes qui supportent les très fortes concentrations en sel. Et de fait, il arrive que quand on a des aliments salés, ça prenne une teinte un peu rose-rouge pour les mêmes raisons. Et parmi ces micro-organismes, il y en a une que j'aime bien, c'est une archée. Là, il y en a 4. Elle s'appelle Halo comme le sel, Quadratum, comme le carré, parce qu'elle a une forme carrée. Voilà, donc c'est un peu atypique. Et celle-là, elle se plaît très bien dans les saumures et dans les blocs de sel qu'on utilise. Il y en a une autre aussi qui est très célèbre, c'est elle, Deinococcus radiodurans. Radiodurans, elle résiste aux radiations. Et elle est devenue très célèbre parce qu'après l'accident de Tchernobyl, c'est la seule bactérie qu'on a trouvée dans les eaux qui avait été contaminée. Et en fait, elle a été étudiée parce qu'elle est capable de réparer son ADN d'une manière incroyable. En fait, les radiations, la radioactivité, elle casse l'ADN en petits morceaux. Et chez nous, quand l'ADN est cassé en petits morceaux, c'est terminé. C'est pour ça que les gens qui sont lourdement irradiés dans des accidents comme ça, ils font très souvent des maladies derrière, parce qu'en fait, leur génome a été gravement détérioré. Elle, en quelques heures, elle reconstitue son chromosome sans aucun problème et sans aucune erreur. Donc c'est devenu une espèce sur laquelle on a décrit des mécanismes de réparation de l'ADN hyper importants pour les biologistes, et puis pour comprendre comment ça fonctionne. Alors on pourrait se dire, où est-ce qu'elle a été découverte? Où est-ce qu'on l'a trouvée la première fois? Il y a un accident nucléaire, une bombe atomique? Non, une boîte de corned beef. Parce qu'en fait, le corned beef, bon alors, il faut aimer ça, mais la viande qui est utilisée pour le corned beef, en fait, elle est stérilisée par irradiation. Et donc, après irradiation, on conditionne ça dans des boîtes de conserve, et effectivement, il y en a une qui s'en sort pas si mal que ça en cas d'irradiation, du coup on la trouve. Alors la chance qu'on a, c'est que ni elle ne sont des pathogènes, donc il n'y a aucun problème à consommer ces aliments, même s'ils contiennent ce genre de micro-organismes. Et donc, d'autres modes de conservation des aliments, la fabrication de fromage. Un fromage, en fait, quand on met de côté toute la mythologie autour des différents fromages français, c'est essentiellement une forme de conservation du lait qui se conserve bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un fromage, on fait travailler des bactéries lactiques dessus, on fait éventuellement travailler aussi des champignons, et en fait, ça va enlever l'eau. Le fromage, il est sec par rapport au lait. Ça va acidifier. Le fromage, il est acide, et en plus, nous, on met du sel avec. Donc en fait, on crée un environnement qui est acide, salé, pauvre en eau. Et du coup, il y a très peu d'organismes qui se développent. Du coup, le fromage se conserve. Même chose, sans prendre la défense de l'alcoolisme, mais c'est la même chose avec l'eau. Finalement, dans l'histoire de l'humanité, consommer une eau sans s'intoxiquer, ça a toujours été difficile. Donc il y a plusieurs stratégies qui ont été développées. L'une d'entre elles, c'est de faire chauffer de l'eau. Tout le thé, en fait, c'est quoi ? C'est chauffer de l'eau pour détruire les micro-organismes qui s'y trouvent. Et l'autre, c'est finalement de faire de la fermentation alcoolique avec des levures, parce que finalement, l'alcool va tuer les micro-organismes. Et donc, finalement, une eau dans laquelle a eu lieu une fermentation, finalement, elle est saine pour la consommation, avec modération, entendu. Et ça, c'est une petite statuette d'un brasseur dans l'Égypte ancienne qui a été trouvée dans une tombe. Donc là aussi, ça remonte très loin dans l'histoire de l'humanité. Alors les milieux extrêmes, donc ils sont finalement plus diversifiés que ce qu'on imagine. Mais pourquoi on les étudie ? Finalement, à force, avec tout ce que je vous raconte, puisque vous savez par ailleurs, on peut presque renverser la question. On peut se dire, mais en fait, est-ce qu'il y a des endroits sur notre planète dont la vie est réellement absente ? Qu'est-ce qui fait que la vie devient impossible sur notre planète ? Cette image-là, elle a été prise en Éthiopie, dans la zone de l'Afar, dans le rift africain en fait, et c'est des sources chaudes dans une zone qui s'appelle Dalol, et qui a été rendue très célèbre par des travaux qui ont été menés à l'université Paris-Saclay, où les gens sont allés échantillonner l'eau, et ils ont cherché des traces de vie. Alors cette eau-là, elle est acide, elle est chargée en sel, elle est chaude, elle a plein de choses qui rendent la vie difficile. Et en fait, les collègues ont fini par se casser les dents sur ce petit lac, qui sont appelés le lac Noir, on voit bien pourquoi. Tout ça, c'est des concrétions de sulfure. Ils se sont cassés les dents sur le lac Noir. Quelle que soit la méthode qu'ils ont utilisée, ils n'ont trouvé aucune trace de vie dans ce lac Noir.
Ils ont cherché à faire pousser des micro-organismes, rien. Ils ont cherché de l'ADN, rien. Ils ont cherché des molécules du vivant, rien. Et donc, ils sont arrivés à la conclusion que, à leur connaissance, c'est le seul endroit sur Terre dont on est sûr qu'il n'y a pas de vie. Et leur hypothèse, c'est que la combinaison chaleur plus sel plus acidité, ça fait un trio d'extrêmes qui est insurmontable pour le vivant tel qu'on le connaît. Donc ça, c'est une première motivation pour étudier les milieux extrêmes, c'est comprendre les limites de la vie sur notre planète. Il y en a une deuxième, c'est comprendre son origine. Il y a deux hypothèses qui s'affrontent depuis longtemps sur l'origine de la vie. Il y a l'hypothèse d'Oparin et Haldane, comme quoi, en fait, le vivant, il se disperse dans l'univers à travers, par exemple, des comètes, donc des blocs de glace, qui, s'ils se sont formés sur des corps célestes où il y avait de la vie, peuvent avoir emprisonné des formes de vie, et puis aller finalement atterrir sur une autre planète, et finalement, à l'image de graines qui se baladeraient dans l'univers, ensemencer les corps célestes avec de la vie. Donc ça, c'est l'hypothèse de la panspermie, c'est-à-dire cette idée d'une dispersion de la vie à travers l'univers. Il y en a une deuxième, c'est Stanley Miller, qui dans les années 50, avec son directeur de thèse, ils ont lancé des expériences pour essayer de savoir si la vie pouvait se former à partir de rien, à partir de ce qu'ils ont appelé une soupe primitive. Donc là-dedans, ils mettaient des molécules qu'ils pensaient être dans l'atmosphère primitive de la planète. Donc, il y avait des molécules azotées, il y avait évidemment pas d'oxygène, il y avait quelques molécules carbonées. Et puis, ils ont balancé des arcs électriques là-dedans en disant il faut de l'énergie pour qu'une molécule se forme, donc on va balancer des éclairs. Et cette expérience-là, en fait, au bout d'un certain temps, ils voient apparaître des acides aminés, ils voient apparaître certains lipides, ils voient apparaître des acides nucléiques. Donc en fait, ils voient apparaître les briques du vivant. Donc, ils ont montré que, avec les connaissances de l'époque, ils ont montré que finalement, les briques du vivant, elles pouvaient se former sans la vie. Et après, l'étape suivante, c'est quoi? Comment est-ce qu'elles s'assemblent? Et donc, il y a tout un champ de la biologie aujourd'hui qui s'intéresse à ça, qui s'intéresse à savoir finalement, à travailler sur l'origine de la vie et comment est-ce qu'on passe de l'inerte au vivant. Donc ces deux hypothèses-là, bien sûr, elles ne s'excluent pas l'une l'autre. On peut tout à fait imaginer que les deux se produisent. Mais donc aujourd'hui, évidemment, on n'a pas de certitude. Et notamment par rapport à l'expérience de Stanley Miller, en fait, les gens essayent après de voir, et alors les membranes, comment est-ce qu'elles s'assemblent? Et finalement les protéines, comment est-ce qu'elles s'assemblent? Et à quel moment ça devient de l'ADN? Et à quel moment on peut transférer de l'information? Et donc il y a tout un champ qu'on appelle qui fait partie de l'exobiologie, qui s'intéresse à ces questions-là. Et évidemment, dans les milieux extrêmes, on va rencontrer des conditions, par exemple les sources hydrothermales que je vous montrais tout à l'heure, il y a des molécules organiques qui se forment dans les fluides hydrothermaux en l'absence de vie. Ça intéresse aussi pour savoir si la vie est possible ailleurs. Ça, c'est une image, enfin c'est pas une image, c'est une reconstruction théorique de Encelade, qui est une lune de Saturne. Et Encelade, dans les années 2017, elle est devenue assez célèbre parce qu'elle a été survolée par un engin spatial qui a vu deux choses intéressantes, qui a fait plein de mesures intéressantes. Notamment, il a mesuré qu'il y avait une activité tectonique. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie, il y a de la chaleur. Il y avait de la glace en surface. Alors si j'ai de la chaleur là et de la glace ici, entre les deux, il doit y avoir de l'eau liquide. Donc, hypothèse d'un océan sous glace. Et puis, il y avait des geysers qui ont été vus. Et ça évoque l'idée que peut-être qu'en fait, il y a une activité d'hydrothermalisme dans cet océan. Et s'il y a de l'hydrothermalisme, on pourrait retrouver des choses qui ressemblent à nos petites archées de tout à l'heure qui vivaient à plus de 100 degrés. Donc, voilà, on réfléchit à qu'est-ce qui pourrait finalement permettre la vie sur d'autres planètes. Et ensuite, on se demande aussi, on étudie aussi, comment est-ce que la vie a progressivement pris sa place sur notre planète. Et ici, comment on est passé finalement d'une Terre primitive à la version actuelle. Et tout à l'heure, j'ai évoqué la trilogie martienne de Stanley Robinson, et une des premières choses que font les scientifiques chez Stanley Robinson, c'est de transformer Mars en une planète verte, en fait, en y mettant des cyanobactéries. Sur notre planète, les cyanobactéries, c'est elles qui ont inventé la photosynthèse qui fabrique de l'oxygène. C'est-à-dire, on utilise l'énergie lumineuse, à partir de ça, on fabrique des sucres, à partir du CO2 qui est dans l'air, et on rejette de l'oxygène. Et clairement, ça, il y a 2,7 à 3 milliards d'années, en fait, ces cyanobactéries sont apparues, et à partir de là,
elles étaient hyper efficaces. Et à partir de là, on voit que le niveau d'oxygène dans les océans puis dans l'atmosphère ne fait plus qu'augmenter. Et donc, c'est ces cyanobactéries qui ont terraformé la Terre, en fait, qui lui ont donné l'oxygène qu'on y trouve aujourd'hui. Et ça, par exemple, c'est une zone avec des stromatolites. Et ce que vous voyez ici, c'est un tapis de cyanobactéries. Et on peut tout à fait imaginer que c'est un peu à ça que ressemblait la surface des continents sur la Terre primitive, c'est-à-dire des zones où on pouvait avoir des cyanobactéries qui localement se mettaient à faire de la photosynthèse. Mais ça, tout ce que je vous raconte, c'est ok, passionnant pour un chercheur ou pour les gens que ça intéresse, mais on ne peut pas forcément dire que ça rende un service à la société, et par les temps qui courent, on demande à la science de rendre des services à la société aussi, ce qui est un peu normal quand même. Il y a une application que vous connaissez tous, on a beaucoup passé des tests Covid, on a parlé des tests PCR. La PCR, en fait, son principe, c'est on va chercher un petit bout d'ADN qui n'existe que chez le coronavirus, là pour la version qu'on passait, et ce petit bout d'ADN, on va le multiplier à l'infini. Et puis du coup, si au bout d'un certain nombre de cycles, on le voit, c'est qu'il était là et c'est qu'on avait le coronavirus. Bon, la PCR, pour qu'elle fonctionne, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça fonctionne à chaud, la PCR. Et pour faire ces copies d'ADN, il faut une enzyme qu'on appelle la polymérase. Et en fait, donc, il faut une polymérase qui résiste à la chaleur. Et cette polymérase, elle a été découverte chez une bactérie qui a été isolée en 1969 de Yellowstone, qui s'appelle Thermus aquaticus. Et donc, elle vivait à entre 50 et 80 degrés. Sa polymérase, fonctionne parfaitement jusqu'à 100 degrés. Et c'est cette polymérase-là qui a servi à mettre au point la PCR. Donc, si on n'avait jamais exploré les bactéries de Yellowstone, on n'aurait jamais eu la PCR. Donc, voilà. Et évidemment, c'est Thomas Brock, un microbiologiste américain, qui a été un des premiers à s'intéresser à ces bactéries de Yellowstone. Et quand il a fait ça, évidemment, il n'imaginait pas les retombées derrière. La bio-inspiration. S'inspirer du vivant pour nos technologies. Les poissons de glace de tout à l'heure, je vous ai dit, ils font des molécules, des protéines qui sont antigels. Et aujourd'hui, par exemple, en santé humaine, on a un grand problème avec la transplantation d'organes, c'est le transport. On ne peut pas congeler un organe à transplanter, parce que si on le congèle, il se passe ce que je vous disais au début, les cellules elles vont être brisées, on va le détruire en fait. Et malgré tout, il faut le laisser à basse température pour qu'il se conserve. Donc il y a des entreprises qui ont mis au point, en fait, ils se sont inspirés des molécules antigel du poisson de glace. Elles les ont fabriquées, elles ont fait une synthèse de ces molécules-là, artificiellement, et elles les ont utilisées pour protéger des organes. Alors ils ont commencé avec des souris, etc. Et ils ont pu montrer, il y a 3 ans, un article dans Nature qui avait montré ça, qu'il y avait une excellente conservation des organes en utilisant ce type de technologie. Donc là, pareil, on s'inspire finalement de la manière dont les animaux s'adaptent au milieu extrême pour nous, finalement, progresser dans la santé humaine. Et là encore, les collègues qui découvraient ces molécules antigel chez le poisson n'avaient aucune idée qu'on s'en servirait peut-être un jour pour ce genre de choses, ce qui rejoint ce qu'on entend souvent dire, c'est-à-dire que la science ne peut pas forcément anticiper ses applications. Et que la recherche fondamentale précède l'application. Et puis on va finir avec notre petit scarabée, là, lui, le ténébrion. Alors lui, voilà, il est dans le Sahara. Et puis finalement, le matin, au lever du soleil, il monte au sommet des dunes courageusement, parce qu'il est tout petit. Et puis, il va s'installer comme ça. Et en fait, on va avoir des gouttes d'eau qui vont se condenser sur sa carapace. Et quand on regarde la carapace au microscope, en fait, elle est pleine de petits points d'accroche, où finalement, qui vont permettre à l'eau de se condenser. Et cet animal, il va boire cette eau, en fait. C'est la seule forme d'eau liquide qu'il verra jamais. Et en fait, il a inspiré des sociétés qui ont mis au point des filets capteurs de brouillard qui sont installés sous... Il y a beaucoup de zones désertiques sur notre planète où, en fait, il pleut pas, mais il peut y avoir de l'humidité dans l'air. Et donc, par exemple, vous avez ça dans le désert d'Atacama, au Chili. Et en fait, ils se sont inspirés de la structure de cette carapace pour mettre au point des filets qui permettent de piéger le brouillard et donc de le condenser. Et ils ont des récupérateurs en dessous qui permettent de faire de l'eau liquide. Donc, c'est de la bio-inspiration.
Alors finalement, on a parlé des abysses. Les abysses, l'océan profond, c'est énorme à l'échelle de notre planète, c'est quand même la planète bleue. Hein. On a parlé un peu de l'atmosphère, on a parlé des déserts chauds, hein, on a parlé des déserts froids, on a parlé des zones aussi où il y avait des fortes variations climatiques. Et donc en fait, quand on met tout ça bout à bout, eh ben, on s'aperçoit que notre planète, elle comporte énormément d'environnements qui sont extrêmes à au moins un titre, voire à plusieurs titres. Et donc finalement, la morale de tout ça, c'est que la vie, au cours de son histoire sur notre planète, n'a fait que repousser ses limites pour pour pouvoir s'installer dans des environnements extrêmes. Et donc quelque part, notre planète, c'est une planète d'extrêmes. Et finalement, on peut se poser la question et nous dans tout ça, et notre place. Donc il y a deux choses. D'abord, il y a au niveau de la vie, on pourrait dire presque quoi qu'on fasse sur notre planète, la vie survivra, d'une manière ou d'une autre. Pas les espèces qu'on veut, pas les formes qu'on veut, mais globalement, il y en aura toujours qui vont s'en sortir, et de toute façon, toute l'histoire de notre planète n'est faite que de crises qui ont balayé la biodiversité et de recolonisation, réinstallation d'autres. Mais c'est pas la vie qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça doit nous poser question. À quel point on accepte de se rendre responsable d'une crise. Il y a une deuxième chose, c'est la place de l'homme aussi, de son rôle. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle des déserts chauds, ils sont largement en extension à cause des changements climatiques. Les déserts froids sont plutôt en régression. Donc en fait, aujourd'hui, on va dire que la typologie des milieux extrêmes, elle est quand même influencée par l'activité humaine. Mais pas d'une manière unilatérale. On ne peut pas dire que la Terre devient plus extrême ou moins extrême. Elle devient extrême différemment de ce qu'elle était. Et le troisième point, c'est la place de l'homme dans tout ça, c'est-à-dire que là, effectivement, aux bordures du vivant, on va rencontrer des organismes, c'est pas souvent l'homme d'ailleurs, cet organisme-là. On peut se poser la question, dans une planète qui change, finalement, quelle sera la place de l'homme ? Et on sait qu'il y a des zones, le GIEC le dit, il y a des zones sur notre planète qui sont en train de devenir inhabitables pour l'espèce humaine, notamment des zones qui sont à la fois chaudes et très humides, et qui aujourd'hui sont finalement impropres à l'installation humaine, alors qu'elle n'était pas il y a quelques décennies. Donc voilà, de la même manière que quand on parle de milieu extrême, on dissocie finalement le milieu extrême, de notre point de vue, du milieu extrême objectivement pour la vie sur notre planète, il faut aussi dissocier les conséquences de nos activités sur nous-mêmes en tant qu'espèce et sur la vie dans son ensemble. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier d'avoir écouté attentivement et puis remercier Evertea pour cette invitation qui me fait très plaisir. Et puis, je suis là pour répondre à des questions. Merci beaucoup, c'était passionnant. On a le temps quand même pour quelques questions. N'hésitez pas, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions à poser. À un moment, vous avez parlé des protéines de l'homme qui n'étaient pas forcément adaptables. Est-ce qu'il y a une différence entre, par exemple, les protéines de quelqu'un qui vit au pôle Nord ou quelqu'un qui vit en Afrique ? Alors ça, c'est une très bonne question parce que ça a été étudié. Il y a des gens qui se sont dit, est-ce qu'il y a des adaptations finalement dans l'espèce humaine ? Et il y a quelques éléments qui ont été vus, oui, notamment les populations inuites qui ont quelques versions de gènes qui sont beaucoup plus performants à basse température que chez le reste du monde. Donc il y a quelques points comme ça où même dans l'espèce humaine, finalement, on n'est pas tous égaux biologiquement face à un environnement donné. Les gens qui sont issus de populations qui sont installées depuis très longtemps dans certaines zones, parfois ont des caractéristiques un peu différentes. Après, il y a des choses qu'on voit. Par exemple, les populations du Grand Nord ont tendance à être plutôt... Enfin, les Inuits, les populations natives, pas les Scandinaves modernes, ont tendance à être plus petits, plus rablés. Donc, alors, on ne sait pas quelle est la base génétique de tout ça, mais en tout cas, il y a des observations qui peuvent se faire qui indiquent qu'il y a quand même une certaine adaptation à l'environnement. Mais aujourd'hui, c'est difficile de le mesurer parce que, en fait, la plupart des gens sont finalement métis d'une manière ou d'une autre, donc tout ça se remélange. Et donc, on n'a plus des populations totalement séparées. Mais par exemple, pour le microbiote, puisque c'est un autre sujet très, très intéressant, le microbiote, on sait très bien que
Les populations occidentalisées n'ont pas le même microbiote digestif que les populations de chasseurs-cueilleurs. Pas non plus que les Inuits, justement, qui se nourrissent, ceux qui sont restés dans un mode de vie traditionnel, qui se nourrissent exclusivement de viande. Donc on voit qu'il y a, même au sein de notre espèce, il y a de la variation, justement. Et quand les populations sont restées en place suffisamment longtemps, le résultat, c'est une adaptation. Moi, je voulais revenir sur les bactéries du corned beef. Et quand l'ADN est détruit par la radiation ou quoi que ce soit, je ne comprends pas du coup où est l'information. Alors, en fait, l'ADN, l'ADN d'une bactérie, il est circulaire, ça fait un anneau, en fait. Donc cette double hélice, elle forme un disque, un anneau. Et en fait, on le coupe en morceaux, comme si on prenait des ciseaux. On fait des... Sauf qu'en fait, alors il y a plein de mécanismes, mais de base, cette bactérie-là, en fait, elle a plein de copies de son ADN. Elle a plein de copies de son chromosome. Donc en fait, quand il est cassé, elle prend un morceau, elle le raboute avec un autre. Si c'était pas la même copie, il n'est pas cassé au même endroit, et elle recolle les morceaux un peu comme ça. Comme si vous aviez, je sais pas, si on a par exemple 2 photos qui sont déchirées, 2 fois la même photo, mais qui n'est pas déchirée au même endroit, on va pouvoir les reconstituer en utilisant l'une et l'autre, un peu comme un puzzle, quoi. Et donc, il y a plein de mécanismes il y a au moins 4 mécanismes différents qui lui permettent de réparer son ADN, et notamment le fait de faire des recombinaisons, de recombiner des morceaux qui ne proviennent pas de la même copie du génome au départ. Et ça prend 12 heures, ce qui est assez prodigieux quand même. Hein. Pour un niveau d'irradiation qui tue un humain en quelques minutes. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si. Enfin, après, ça va devenir trop complexe, je crois. Ouais, après, il y a des cassures monobrin, des cassures double brin, il y a des morceaux qui servent en fait d'amorce pour redémarrer la synthèse, c'est très compliqué. Moi, je donne ça à mes étudiants en master pour essayer de leur faire comprendre ces mécanismes-là, ils rament un peu. J'avais une question par rapport au fumerol tout à l'heure, vous parliez, où les bactéries, une fois qu'elles étaient sorties de la cheminée, qu'à la température était plus basse, elles mouraient. Ouais. Donc quand le fumerol s'arrête, parce qu'elle ne dure pas indéfiniment, elles font comment pour passer d'une fumeur à l'autre ou alors elles revivent, elles recréent la vie à chaque fois? Non, alors quand le fumeur noir s'éteint, de toute façon, les micro-organismes qui le colonisent, ils vont mourir. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de courant, donc en fait, ils vont être un peu emportés par le courant. Et ces fumeurs noirs, en général, il y en a plusieurs côte à côte, donc ils se sautent un peu de l'un à l'autre. Donc c'est une des questions qu'on se pose toujours En microbiologie, il y a 2 hypothèses. Il y en a une qui dit que tous les micro-organismes sont partout autour de nous et qu'en fait, ils se développent que quand les conditions sont favorables. Et puis il y en a une autre qui dit qu'ils ont certaines capacités à migrer finalement entre habitats. Et en tout cas, pour ces hyperthermophiles, il y a quand même une certaine géographie. C'est-à-dire que les hyperthermophiles de l'Atlantique, on ne les trouve pas dans le Pacifique. Donc ils doivent pouvoir se disperser un peu, mais pas autant que d'autres. Oui, bonsoir professeur. Juste une question à propos des tardigrades. Est-ce qu'on commence à comprendre les mécanismes qui leur permettent de passer d'un métabolisme zéro et de revenir à la vie, entre guillemets? Alors, ouais, le premier, il y a un certain nombre déjà, on déclenche en fait leur passage au stade Townley en enlevant l'eau. Donc ça, manifestement, ils sont capables de s'en rendre compte et ça déclenche un certain nombre de choses. Donc en fait, ils produisent énormément de molécules osmolytes. Ils se mettent vraiment à produire ces molécules-là. Ils épaississent la membrane de leurs cellules, donc ce qui fait qu'ils gardent l'eau à l'intérieur. Et en fait, ils évacuent complètement l'eau, autant que possible. Ils perdent 80% de leur volume d'eau. Ce que nous, on est incapable de faire. Nous, on perd 3% de notre volume d'eau, on tombe dans le coma. Donc, et en fait, ça forme vraiment... Les chimistes sont beaucoup intéressés à ça parce que le fait que ça devienne inerte pose quand même question. Et le fait que ça devienne inerte, les chimistes qui ont étudié ça font en parler, disent en fait, ils sont vitrifiés à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Les molécules, elles sont intactes, mais il n'y a plus rien qui bouge, et notamment, en fait, elles ne se dégradent pas. Parce qu'il n'y a rien qui les attaque. Et ensuite, pour les ranimer, il faut remettre de l'eau. Et l'eau va repénétrer dans les cellules, va reséparer toutes ces molécules et l'activité va reprendre progressivement.
Après, voilà, il y a d'autres organismes qui ont un peu le même mode de fonctionnement. Mais les tardigrades sont les plus étudiés parce qu'en fait aussi ils sont facilement trouvables et facilement manipulables au laboratoire. D'accord. Mais on ne peut pas envisager ce genre de processus pour l'homme dans la conquête spatiale entre Alors, pour l'homme, effectivement, il y a une idée de cryogéniser les humains. Vous savez peut-être qu'il y a une entreprise allemande qui le propose. Hein. Bah alors, on n'a pas le droit de cryogéniser des gens vivants. Donc en fait, l'entreprise qui propose ça, elle propose de cryogéniser les gens après leur mort quand même. Mais sinon c'est un meurtre. Mais en fait, l'idée, c'est un peu ça, c'est de mettre des osmolytes pour essayer d'éviter que ça gèle à l'intérieur des cellules. Alors après, l'homme, c'est autrement plus compliqué qu'un tardigrade. Et en fait, le problème, parce qu'il y a des gens qui se sont penchés, qui font ça sur des souris par exemple, hein, disent en fait le problème c'est que tous les organes, congeler un organe en fait on sait faire, enfin un organe d'une souris. Hein. Mais en fait le problème c'est que congeler un organe humain, chaque organe va réagir complètement différemment. Donc la bonne modalité pour congeler le foie, elle va mettre en vrac l'intestin. Et donc en fait un des problèmes qu'on imagine pour cryogéniser des humains c'est ça. C'est qu'en fait, on n'est pas capable de... En fait, nous sommes trop différenciés, on a trop de morceaux différents les uns des autres pour qu'une seule recette suffise. Donc moi, j'y crois pas. Mais enfin, ça coûte 200 000 €. Je dis ça pour... Je voulais juste poser une question sur l'adaptation de l'homme dans les milieux extrêmes. En Afrique, on conseille de manger du sel pour garder l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui font qu'un être humain peut s'adapter, comme ceux qui vivent dans les déserts? Est-ce qu'ils ont trouvé des choses qui font que l'homme s'adapte? Et dernièrement, on m'a dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'il y avait des médicaments qui faisaient que certaines personnes qui avaient des problèmes pour supporter la chaleur, avec ce médicament, en fin de compte, ça limitait l'impact de la chaleur sur la personne. Bah, on peut imaginer, en fait, alors pour le fait de s'alimenter différemment, par exemple... Oui, il y a des conseils qui sont souvent donnés, effectivement. On dit la même chose aux sportifs, pour ne pas se déshydrater, il ne faut pas mettre de l'eau dans les bidons quand on fait du vélo, mais il faut mettre des solutions avec des osmolytes. Donc oui, il y a des... Et l'eau salée, effectivement. Après, il faut toujours se dire que dans des milieux de vie difficiles, les gens ils font avec ce qu'ils ont. Donc l'eau salée, ça paraît pas idéal quand même, hein. Faut pas en mettre trop quand même. Mais effectivement, ça peut contribuer à aider à retenir l'eau à l'intérieur du corps, mais faut vraiment pas mettre beaucoup de sel. Puis je pense que c'est en l'absence d'autres options en fait. Mais finalement, c'est pareil, on conseille aux gens de boire chaud finalement quand il fait chaud, parce que la différence de température provoque finalement de la sudation. Enfin, il y a plein de... Donc, on va dire que ça, c'est des adaptations de l'ordre du comportement finalement. C'est pas tellement la biologie, c'est plutôt quelles solutions les gens ont trouvées pour survivre dans des milieux qui étaient difficiles, quoi. Après, sur les médicaments, je sais pas vous répondre, je sais pas. Oui, déjà dans les déserts, il y a des peuplades qui font le principe du petit scarabée avec sa carapace, c'est-à-dire qu'ils accumulent des tas de buissons, si on peut dire, et ils créent de la condensation, ouais. Et ils ont des citernes souterraines depuis des millénaires. Hein. Ouais, donc voilà, c'est... Ce qui sauve l'espèce humaine, c'est la technologie, c'est son intelligence. Parce que sa biologie, elle est quand même pas super au point pour résister à l'ennemi. Mais heureusement, il y a le cerveau qui fonctionne correctement, et puis on a des mains qui nous permettent de faire des choses. Ça aide beaucoup aussi. Bonsoir. Au sujet de l'expérience sur la fabrication des briques de la vie, du vivant, est-ce qu'elle a été refaite? Alors, elle a été refaite. Ce qui s'est passé, en fait... alors de ce que j'en ai lu, hein, parce que j'y étais pas, mais l'anecdote c'est que le directeur de thèse de Stanley Miller lui disait de pas perdre de temps avec ça, et que lui c'était un peu le truc qu'il faisait le soir pour s'amuser, et qu'il a eu beaucoup de mal, il a fallu que lui-même la refasse plusieurs fois. Déjà pour convaincre son directeur de thèse que c'était pas une contamination, mais en fait ce qui a changé, alors on connaît des environnements où ces briques du vivant se forment, je disais tout à l'heure, dans les fluides hydrothermaux sur la ride atlantique, on trouve des acides aminés. Le fluide, il est à 300 degrés, c'est pas un organisme qui l'a produit. Donc en fait, il s'est formé grâce à la chaleur finalement et aux molécules qui étaient présentes. Donc, mais par contre, ce qui a changé par rapport à l'époque de l'expérience de Miller, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le mélange qu'il a utilisé, dont on pensait que c'était l'atmosphère primitive, en fait, c'est pas celui-là. On pense que ce qu'il avait mis dedans ne correspond pas vraiment à l'atmosphère primitive de la Terre.
Ça ne change pas forcément grand-chose, mais en tout cas, voilà, on ne peut pas dire que ça simulait réellement ce qui se passait. Mais il y a pas mal de... Enfin, il y a d'autres expériences aussi. Après, la question, c'est comment on les condense. Parce qu'en fait, dans le vivant, c'est des assemblages, c'est pas un acide aminé, c'est une chaîne. C'est pas un acide nucléique, c'est une chaîne. Et donc, en fait, il y a aussi tout un travail autour de comment est-ce qu'on fait des polymères, finalement, quand on met plusieurs fois la même molécule l'une derrière l'autre, sans que ce soit la vie qui les fabrique. Et alors, par exemple, il y a des collègues à Orléans, ils travaillent là-dessus. Ils ont montré, par exemple, que sur des argiles, ça pouvait se faire. On pouvait agréger, finalement, des molécules d'ADN spontanément sur de l'argile, à cause des propriétés électroniques de l'argile, enfin, qui collaient les acides aminés, les acides nucléiques, et les acides nucléiques pouvaient se condenser. Et l'autre truc, c'est par exemple pour faire rentrer les constituants d'une cellule dans une membrane. Alors, il y a des expériences qui montrent qu'il faut faire des cycles de déshydratation, réhydratation. Donc en fait, il y a des gens qui se creusent la tête pour savoir comment est-ce qu'on peut fabriquer une cellule vivante, finalement, c'est-à-dire capable de croître, capable de se multiplier, et de transmettre une information génétique avec rien de vivant au départ. C'est vraiment tout le jeu de l'exobiologie et des gens qui travaillent sur l'origine de la vie. La base de la vie, on dit que sur la Terre, c'est le carbone. Est-ce qu'on aurait trouvé autre chose, justement, parce qu'on parle de milieu extrême, est-ce qu'on serait tombé sur autre chose qui pourrait supposer qu'il y a une... Alors, ça, c'est une très bonne question. Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on ne cherche que ce qu'on connaît. Donc, sur notre planète, on ne connaît que de la vie à base de carbone, et toutes nos méthodes de recherche de la vie, par exemple ce qui a été utilisé à Dalol, on a cherché de l'ADN. S'il y a une forme de vie qui ne repose pas sur l'ADN, c'est sûr qu'on ne la détectera pas, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas la chercher. Et sur le fait qu'il puisse y avoir une chimie autre que le carbone, il y avait une époque où on disait peut-être qu'avec de la silice on pourrait imaginer, parce qu'il y a le même nombre de liaisons, elles sont orientées pareil. Puis il y a des théoriciens qui ont dit oui, mais les liaisons elles seraient trop longues, donc ça ne résisterait pas. Après c'est vraiment une question de chimie. Après, il se trouve que le carbone est abondant sur notre planète. Mais c'est pas... Voilà, dans l'absolu, moi je sais pas vous dire, peut-être qu'il y a des formes de vie qui existent sur une masse complètement différente ailleurs dans l'univers. Ce qui quand même caractérise le vivant, c'est d'avoir des polymères, des molécules qui s'auto-assemblent. Finalement, à part les molécules à base de carbone, on n'en connaît pas, y compris en chimie, même nos plastiques qui sont à base de carbone. Question ouverte. Voilà. Merci. Alors, c'est pas tout à fait une question, mais je réagis à une phrase que vous avez dite. Ce qui sauve l'humain, c'est la technologie. C'est aussi ce qui le détruit. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que c'est souvent un argument qu'on entend par rapport aux, pas climato-sceptiques, mais aux gens quand même qui ne respecteraient pas vraiment et qui ne s'inquiètent pas de où on va pour notre planète, en disant mais de toute façon la technologie réglera les problèmes. Donc je voulais juste réagir comme ça. Vous avez raison, c'était le scientisme, l'idée que la science répondra à tous nos problèmes et va nous sauver, c'est aussi elle qui nous détruira. C'est la technologie, c'est ce qu'on en fait, quoi. Et effectivement, dans l'histoire, le sens de ma phrase était plutôt dans l'histoire de l'humanité, ce qui a amené l'humanité à ce qu'elle est aujourd'hui, c'était quand même beaucoup sa technologie. C'est aussi ce qui est en train de nous poser un certain nombre de problèmes. On est bien d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que la remarque que je faisais sur le fait que aujourd'hui, les applications de la science, on ne peut pas les anticiper. Ça, c'est un discours que les scientifiques tiennent beaucoup, parce qu'ils disent aujourd'hui, on demande aux scientifiques de faire de la recherche appliquée, que le fameux « ceux qui cherchent, on en trouve, et ceux qui trouvent, on en cherche », bref, ce genre de phrase un peu toute faite. Le problème, c'est qu'on n'a pas inventé l'électricité en améliorant la bougie. Et qu'en fait, les sauts technologiques, on ne peut pas les anticiper, et la recherche fondamentale, elle est en amont. Et effectivement, je disais tout à l'heure, Thomas Brock, quand il isolait des bactéries de Yellowstone, il ne savait pas qu'elles allaient être si utiles en biotechnologie quelques décennies plus tard. Et à l'époque, si son financeur lui avait dit à moins que tu me sortes une molécule qui va me rapporter X millions, je ne te finance pas, en fait, ces recherches n'auraient jamais eu lieu. C'est toute la difficulté en fait, d'articuler, les deux ne s'opposent pas, mais dire qu'on doit faire de la recherche appliquée et que le fondamental est moins important, ça nous privera d'un certain nombre de découvertes en fait. Eh ben, merci beaucoup. Ouf. Merci. Bonne soirée.
Et merci à vous tous. Merci encore, Monsieur Duperon.